Bonjour et bienvenue sur cette huitième vidéo de la série sur la calorimétrie consacrée aux sources d'erreurs dans les mesures de calorimétrie. Alors pour discuter les sources d'erreurs et des éventuelles améliorations d'un dispositif expérimental, il faut commencer par estimer la qualité des mesures. Alors un moyen utilisé est l'écart relatif. Mais alors quand l'utilise-t-on? En TP en général, il est souvent demandé de comparer le résultat obtenu avec une valeur théorique. C'est dans ce cas que l'on va utiliser l'écart relatif. Alors, on le définit par la relation suivante, qui est la valeur absolue de la différence entre la valeur théorique et la valeur expérimentale. Donc là, on peut inverser l'un et l'autre, puisque le résultat doit toujours être positif, d'où la valeur absolue. Le tout divisé par la valeur théorique. On obtient une valeur comprise entre 0 et 1, et si on la multiplie par 100, eh bien, on obtient un pourcentage. On estime en général que la qualité de la mesure est correcte pour un pourcentage compris, inférieur pardon, à 10% ou même 5%. Alors attention, il ne faut pas confondre ça avec l'incertitude relative qui nécessite dans un premier temps de calculer l'incertitude sur la mesure dans un certain intervalle de confiance. Alors les incertitudes, on va en parler maintenant. En calorimétrie, elles sont souvent difficiles à apprécier. C'est ce qu'on va voir dans les cas suivants. Dans les vidéos précédentes, on a vu que dans tous les bilans n'apparaissent en gros que trois types de termes. Le premier est M fois C fois delta T, qui correspond à une chaleur sensible, c'est-à-dire une chaleur qui modifie la température d'un corps. Le deuxième qui est M fois L, avec L la chaleur latente, qui est donc l'énergie apportée en cas de changement d'état. Et enfin, le terme RI carré delta T, qui représente l'énergie apportée par effet Joule. Alors on pourrait très bien noter P fois delta T, et P la puissance en watts. Alors tout ça, ça donne beaucoup de mesures à faire dans ces expériences. Évidemment, des mesures de température et de masse, dans quasiment toutes les expériences de calorimétrie, mais aussi des mesures de durée, de valeur de résistance et d'intensité, ou encore de tension ou de puissance, comme on l'a signalé juste avant. Alors souvent, l'incertitude ne vient pas tant de l'appareil que des conditions dans lesquelles sont faites les mesures. On va essayer de passer en revue sur quelques exemples justement les différents cas. Alors, hormis les mesures, on pourrait aussi citer l'approximation réalisée sur la stabilité, la constance de la capacité thermique qui en fait varie en fonction de la température. Alors, regardons les mesures associées à la méthode électrique. Alors, en ce qui concerne la puissance de chauffe, on l'a déjà dit, R, la résistance, U, la tension, I, l'intensité, ou P, la puissance. Il faut simplement, en général, s'assurer de la stabilité de ces valeurs tout au long de l'expérience. La mesure étant suffisamment précise en général. Pour la durée de chauffe, delta T, eh bien, pas de souci a priori, si elle est suffisamment longue. Alors suffisamment longue, c'est, on va dire, supérieur à 50 secondes, si on estime que comment dire, l'incertitude sur la durée va être inférieure à 1 seconde. Alors ensuite, les incertitudes, elles vont être plus importantes en fait sur le moment de déclenchement du chronomètre. Un exemple flagrant, c'est celui par exemple où on fait la chaleur latente de vaporisation. Il est très difficile de savoir quand on atteint cette température de vaporisation. Alors pour s'aider, pour résoudre ce problème-là, on peut, comme on l'a déjà fait dans la vidéo, tracer la courbe représentant la température en fonction du temps, et on voit alors l'atteinte du fameux palier de changement d'état. Alors maintenant, intéressons-nous aux mesures de masse. Alors la plupart des mesures de masse concernent des masses supérieures à plusieurs dizaines de grammes. Et avec une balance au dixième, une précision d'un dixième, l'incertitude relative est très faible, de l'ordre de 1%, même inférieure à 1%. Alors on peut quand même noter deux expériences pour lesquelles la mesure de la masse mérite une plus grande attention. Il s'agit de la détermination de la chaleur latente de vaporisation, puisque on peut avoir évaporation avant et après, avant d'avoir atteint la vaporisation et après avoir éteint, par exemple, le générateur. Et on peut aussi avoir une condensation au-dessus du calorimètre qui fait que le liquide retourne dans le calorimètre. Alors pour ça, pour éviter ça, on peut ajouter tout simplement un ventilateur qui va faire enlever la vapeur d'eau qui serait au-dessus. Et
deuxième cas, la détermination du pouvoir calorifique. Pourquoi? Parce que les masses mesurées sont beaucoup plus petites et là donc l'incertitude relative va être un peu plus grande. Et pour la chaleur latente de fusion. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de cette chaleur latente de fusion? Par exemple, quand on va mettre de la glace à l'intérieur du calorimètre, eh bien on va en général l'essuyer pour pas qu'il y ait de liquide autour, mais le temps qu'on la mette dans le calorimètre, on va se poser la question de quelle masse a déjà fondu. Donc ça amènera une petite incertitude. Alors regardons maintenant les mesures de température. Alors comme la température intervient toujours sous la forme d'une différence, le fameux delta T, il faudra faire attention à ce que l'incertitude relative, donc l'écart de température, l'incertitude sur l'écart de température ne devienne pas trop important. Alors pour la température, on estime que l'incertitude elle est de quelques dixièmes de degré, très couramment 0,3. Donc le plus gros problème, cette fois-ci, c'est le temps. Alors pourquoi? Parce que la température, elle évolue toujours dans le temps. Alors, on peut donner quelques exemples. Lors de l'ajout d'un liquide ou encore plus d'un solide, eh bien, le temps de le verser, après avoir fait la mesure de la température, il y aura une petite variation de température. Pour un solide, s'il est dans les l'étuve, il va falloir aller le chercher, l'apporter jusqu'au calorimètre et ensuite le mettre dans le calorimètre. Tout ça, c'est du temps où la température va être modifiée. Deuxième cas, lors de la mesure de la température d'équilibre final d'un mélange. On voit bien sur cette courbe ici que c'est difficile de savoir où s'arrête l'échange thermique et où on va pouvoir mesurer cette température finale. Sachant qu'évidemment, la température, une fois que l'échange est terminé, elle va toujours continuer à évoluer à cause des pertes thermiques. Bien justement, c'est ce dont on va parler maintenant, ces fameuses pertes ou ces fuites thermiques. Pourquoi? Parce que le calorimètre n'est jamais parfaitement adiabatique. Alors il est isolé sur les côtés, mais la perte va être plus grande, par exemple, au niveau du couvercle. Et on va aussi parfois avoir beaucoup plus de pertes quand il n'y aura pas de couvercle. Souvenez-vous de certaines expériences. Alors évidemment, la première solution, c'est d'isoler au mieux le calorimètre, mais on l'a dit, il y a des cas où ce n'est pas possible, comme par exemple dans le cas où on utilise la bouilloire. Alors, il y a donc toujours des pertes, et en général, ces pertes, elles vont être proportionnelles à la différence de température, donc la différence de température entre l'intérieur du calorimètre et l'extérieur du calorimètre, qui va être la température ambiante, et elle va être aussi proportionnelle à la durée de cet échange. Alors, il existe plusieurs possibilités pour les gérer, ces pertes. La première, ça va être de travailler de part et d'autre de la température ambiante. À ce moment-là, on va avoir au début une augmentation de température parce que la température ambiante est supérieure à celle à l'intérieur du calorimètre et après, l'inverse. Et donc, en quelque sorte, ça va s'annuler. Alors, si ce n'est pas le cas, on peut aussi faire ce qu'on appelle une correction de Regnault. Donc, on voit ici qu'on est toujours, par exemple, supérieur à la température ambiante et qu'il y a toujours une décroissance de la température lorsque l'on ne fait rien avec le calorimètre. Et donc, on va aller estimer les températures ici au niveau du point A et point B au lieu de ces deux points-là. Deuxième possibilité, on va en tenir compte en les estimant avec par exemple la méthode électrique. On va par exemple essayer de garder une température constante à l'intérieur du calorimètre en apportant de manière électrique une énergie pour compenser les pertes. Au moment où on arrive à une température constante, l'énergie apportée sera égale aux pertes. Troisième possibilité, en les éliminant, en effectuant plusieurs mesures. Donc c'est ce qu'on voit ici sur les exemples de bilan écrit. Donc le Q correspond aux pertes thermiques, le K étant la capacité thermique du calorimètre. Et si on fait les mesures pour des masses différentes, donc M1 et M2, évidemment il ne va pas falloir avoir le même temps et la même puissance pour compenser cette énergie. Et si on le fait sur une même variation de température, qu'on a noté ici delta de θ, eh bien on voit bien que quand on va soustraire les deux relations, les deux équations bilan, eh bien on va supprimer la perte thermique et on va même supprimer la capacité thermique du calorimètre. Donc on voit que cette méthode permet de s'affranchir à la fois de la valeur en eau du calorimètre et des pertes thermiques. Dernière possibilité, c'est tout simplement de diminuer la durée de l'échange puisqu'on a dit que les pertes étaient proportionnelles à la durée.
Eh bien, pour faire ça, il y a plusieurs possibilités, hein. Dans tous les cas, vous aurez remarqué qu'à chaque fois, on demande une agitation, ce qui permet d'accélérer l'échange. Et dans le cas, par exemple, de la calorimétrie avec une bouilloire, eh bien, on augmente la puissance de chauffe pour diminuer cette durée de chauffe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.